Bonjour, bienvenue à cette émission. Avec la plus importante concentration d'étudiants au Québec, Sherbrooke est très active au plan culturel, social et sportif. Les étudiants en communication, rédaction et multimédia de l'Université de Sherbrooke vous ont donc préparé une émission des plus intéressantes. Bienvenue dans leur monde. Commençons d'abord par le bénévolat, qui n'est pas l'exclusivité des gens les plus âgés, comme les retraités par exemple, qui y trouvent une façon de s'occuper. Non, à Sherbrooke, le bénévolat mobilise de plus en plus de jeunes pour différentes raisons. Selon la directrice du Centre d'action bénévole, le bénévolat est en santé à Sherbrooke. Environ une personne sur 5 s'implique bénévolement. Ça équivaut grosso modo à 37% de la population en moyenne qui s'implique. Tout dépendamment du groupe d'âge, ça peut être un peu plus élevé ou un peu plus bas. Selon le président du comité de parents des cadets, Gratien Lavoie, le bénévolat est un travail en soi. Pour moi, ça veut dire s'impliquer. Un bénévole, ça fait du travail bénévole malheureusement ou heureusement, mais c'est surtout assumer une présence à différentes activités. C'est soit des levées de fonds, des activités d'encadrement, d'accompagnement des jeunes. Il y a 2 groupes d'âge qui sont assez forts au niveau du bénévolat. Il y a le 55 ans et plus, donc les gens qui souhaitent s'impliquer, le font de façon un peu plus régulière. Depuis 5 ans, je me suis occupé pour les jeunes mini-handball. Après ça, les cadets. Et puis, c'est moi qui organise Nez Rouge dans l'Eau-Saint-François aussi. Ça donne, j'ai fait plusieurs centaines d'heures. Le nombre de bénévoles est beaucoup plus important au niveau des jeunes, donc 30 ans et moins. C'est vraiment les jeunes qui s'impliquent davantage, mais le font pour aller chercher de l'expérience, le font aussi dans un engagement social, donc dans le souhait de vouloir changer les choses dans la société. La cadette Magali Spénard fait partie des jeunes pour qui le bénévolat est une source de reconnaissance. On se rend compte que ce qu'on peut faire, c'est important, puis que même si on a 14, 15 ou 16 ans, on peut quand même faire une différence dans la vie de pas mal de monde. C'est pas toujours évident de recruter des gens, mais en ayant des méthodes différentes ou en adaptant les postes bénévoles disponibles, ça a le plus de succès. Le Centre d'action bénévole de Sherbrooke l'a compris en créant un nouveau site il y a 1 an. Donc, c'est comme un site de recherche d'emploi, mais c'est un site de lieu d'implication pour les citoyens de Sherbrooke. Lisa Rivet, Sherbrooke. Le 7e art se transforme petit à petit et s'adapte à son époque. Ici, à Sherbrooke, les salles de cinéma passent à l'ère numérique sans que l'on s'en rende vraiment compte. Ces films sont issus d'une nouvelle génération. Ces gens ne le savent peut-être pas encore, mais pour le même prix, ils visionneront un film de qualité supérieure, produit et diffusé sous le format numérique. En fait, ça arrive par DCP. DCP, c'est un disque dur. Donc, comme un disque dur d'ordinateur, les films arrivent via ce moyen-là. Puis ensuite de ça, il y a un ordinateur qui est relié au projecteur, puis c'est là-dedans que tout se passe, là. Donc, les films sont là, les bandes annonces sont là, puis c'est dans ça qu'on programme aussi là, les représentations. Donc ça, je dirais que c'est la grosse différence, c'est tout informatisé, là. Il y a une interface qui ressemble plus à un programme d'ordinateur par rapport à la pellicule, évidemment, que c'était un format plus mécanique. L'appareil était beaucoup plus mécanique aussi. C'est un passage qui est obligé, en fait, là, la pellicule est en voie de dispersion. Mais ces cinéphiles ne verront pas nécessairement la différence au premier coup d'œil. Steve Bergeron, du journal La Tribune, s'est penché sur le sujet. Il faut faire un effort conscient et on voit quand on fait cet effort conscient-là, on voit la différence. C'est un peu la même chose que pour la télé à haute définition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas la différence, mais quand ils se mettent dans un contexte de comparaison, ils finissent par en percevoir. On va se rendre compte vraiment plus de la différence le jour où on va revoir ensuite un film en 35 mm. On va se dire, mon Dieu, comment ça se fait qu'on a regardé des films avec si peu de définition, puis ça ne nous a pas dérangé pendant toutes ces années-là. Une meilleure qualité d'image, un son plus défini et plusieurs autres avantages sont en lien avec le numérique. Il y a des cinémas en région qui reçoivent les copies 6 semaines après que le film soit sorti. La copie, des fois, est usée.
Tandis que c'est sûr que s'ils reçoivent un disque dur, bien, la copie va être pareille comme quand elle a été produite. Là. Ça va permettre à beaucoup plus de gens de tourner des films. Puis il y a définitivement un public pour ça. Là. Je pense que tous ceux qui n'avaient pas le budget mais qui avaient la créativité vont pouvoir maintenant créer des films. Là. Reste maintenant à savoir si les propriétaires seront charmés par cette nouvelle offre de films entraînée par le passage au numérique et s'ils présenteront ces films au grand écran. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a de plus en plus de restaurants de fine cuisine dans le centre-ville de Sherbrooke. Et chacun a sa recette pour attirer sa clientèle. C'est ici que tout a commencé. Il y a 43 ans, le Datoni ouvrait ses portes à Sherbrooke. C'était le premier restaurant de fine cuisine à s'installer en ville. On voit que les changements d'habitude des êtres humains ont changé beaucoup. On sort beaucoup plus, on est beaucoup plus en ville qu'on l'était, exemple, une trentaine d'années. Depuis, plusieurs autres restaurants de fine cuisine ont ouvert leurs portes à Sherbrooke. Le restaurant L'Auguste ne fait pas exception. En 2008, les propriétaires, Danny Saint-Pierre et sa conjointe, Annick Baudouin, se sont lancés dans l'aventure. Les affaires vont bien de telle sorte qu'ils ont maintenant un nouveau projet. Augustine, c'est la maman du projet. Augustine, c'est celle qui prend soin des gens qu'elle aime. Et là-bas, ça va être une cafétéria. Il n'y aura pas de service. Tu arrives avec ton plateau, tu ramasses tes trucs, ça prend 1 minute à avoir tes systèmes, tu t'en vas t'asseoir. Nous, on trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce que ça permet d'avoir des prix encore plus bas. Son concurrent croit aussi qu'il faut trouver une formule différente pour se développer. Si on aurait à faire un duplicata du Datoni, il faudrait que ce soit dans une autre formule, genre complètement à l'autre bout de la ville, et dans un genre peut-être une formule pizza pasta take-out avec un 4-5 tables. Selon les propriétaires de l'Auguste et du Datoni, c'est la clientèle sherbrookoise qui permet au restaurant de fine cuisine de bien fonctionner. Ici, je pense que la clientèle est fidèle, la clientèle a voyagé, c'est de retrouver un mode de vie urbain, puis je pense qu'il y a de plus en plus d'établissements qui s'inscrivent dans cette tendance-là à Sherbrooke. Le principal, c'est vraiment les Sherbrookois et ceux qui habitent dans les environnements. Les futurs restaurants devront donc se réinventer, même si le marché de restauration de fine cuisine est présent et bien établi. Je pense que c'est une de nos forces comme région administrative aussi. Quand on pense à la gastronomie au Québec, là, Sherbrooke arrive pas mal haut. C'est un bon phénomène. Le restaurant L'Augustine ouvrira ses portes cet été. Le premier mois suivant l'ouverture sera déterminant. Émilie Chacon, Sherbrooke. On était habitué, à la télé, à la radio, à n'entendre parler que des équipes sportives du Vert-et-Or. Or, l'arrivée du Phoenix de la Ligue de hockey junior majeur du Québec change la donne. Mais, dans tous les cas, leur campagne de promotion se passe aussi sur les réseaux sociaux. Il y a présentement à Sherbrooke un réel engouement autour de la nouvelle équipe de hockey, le Phoenix. Cette popularité s'explique en partie par les réseaux sociaux. Dès la mise en place de l'équipe sportive, des comptes Facebook et Twitter, en plus d'un blog, ont été créés. Le Phoenix, c'est sur les réseaux sociaux depuis le début. Dès que l'équipe a été mise en place, l'équipe marketing, l'équipe d'opération. C'est une équipe qui vient tout juste à peine de commencer. Donc on essaye d'attirer le monde le plus possible, de partager des photos, des vidéos, des liens, n'importe quoi pour faire connaître l'équipe. En fait, la formule a déjà fait ses preuves. L'équipe de football du Vert-et-Or, qui célèbre cette année son 10e anniversaire, participe activement aux réseaux sociaux depuis 3 ans. Quand on a débuté, c'est vraiment plus des tests, on vérifiait l'impact, on sentait que ça bougeait beaucoup, ça migrait beaucoup. Notre stratégie avec ça, c'est vraiment d'aller rejoindre les étudiants. On sait que les étudiants ou la clientèle 18-30 ans, les médias plus standards, on les rejoint pas mal moins. Les réseaux sociaux présentent aussi des avantages qui les distinguent des médias traditionnels. D'être vraiment plus à proximité des fans, puis surtout en direct. Les médias traditionnels, tu peux pas vraiment être en direct, tandis que les médias sociaux, tu peux commenter le jeu quasiment à la seconde près. On est capable de cibler vraiment des clientèles spécifiques. Je prends l'exemple, une pub qu'on met sur Facebook ou sur Hotmail, par exemple. On est capable de cibler une région spécifique, une classe d'âge.
Gestionnaire de communauté comme responsable aux communications, y voit un réel potentiel. Les réseaux sociaux, je pense que ça marche. Puis je pense que c'est une belle addition à journalisme sportif. Présentement, c'est un incontournable. Chose certaine, les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante des plans de marketing mis en place par la plupart des équipes sportives. Laurence Delisle, Sherbrooke. Les étudiants représentent la clientèle cible des microbrasseries. Pas étonnant donc qu'elles rivalisent d'ingéniosité pour les attirer. Ici, au cœur du centre-ville, il y a plus de microbrasseries par tranche d'habitants que dans les autres grands centres du Québec. Leur principale clientèle, les étudiants. Dans cette ville de 150 000 habitants, ils représentent 10 % de la population. Mais oui, il y a beaucoup d'étudiants, puis je vis avec ça à Sherbrooke. Si je considère que ma clientèle est constituée de 60 % d'étudiants, puis qu'il n'y a plus d'étudiants à Sherbrooke, ben, j'ai perdu 60 % de ma clientèle. C'est du monde qui sont très actifs, qui ont besoin de sortir, ils ont besoin d'avoir des services. La formule est simple. Bière de qualité, café, nourriture et ambiance décontractée. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais une place pour que le monde vienne parler, prendre une bonne bière. Le Boc et Bière a choisi une recette bien différente. Les soirs d'impro, moi je te dis 80 à 90 % des Le dimanche, si on n'avait pas l'impro, par exemple, je pense pas qu'on ouvrirait. Sa vocation artistique le différencie des autres microbrasseries sherbrookoises. Les spectacles du Granada, la Ligue d'impro, le swing le mardi soir, donc tout ça, on mise beaucoup sur le bouche-à-oreille, évidemment. Est-ce que j'aimerais au Boc et Bière s'il n'y avait pas le swing? Pas le mardi. Non. La raison pourquoi je viens au Boc et Bière le mardi, c'est vraiment à cause qu'il y a du swing. Généralement, je ne sors pas d'un bar à part pour la fin de semaine. Des plans d'affaires différents, mais une concurrence bien réelle. Parce qu'évidemment, l'offre de bar à Sherbrooke est adaptée au nombre maximal d'étudiants durant une année. Donc, quand il y a des cycles où il y a moins d'étudiants en ville, bien, l'offre est toujours la même. En parlant de consommation de bière, l'Oktoberfest organisé par les étudiants de génie est sans aucun doute l'un des événements qui fait le plus de bruit. Cette année, avant la récente édition, les organisateurs ont pris des précautions afin d'éviter tout débordement. L'Oktoberfest, grande célébration bavaroise qui a traversé les continents. Au Québec, cette fête est notamment populaire auprès de la communauté universitaire. À Sherbrooke, c'est aux membres de l'association étudiante de génie que revient la lourde tâche d'organiser l'événement. Cette année, la 11e édition se déroulera au Centre des Foires et comme à chaque année, la sécurité de l'événement est remise en question. C'est sûr que le nombre de personnes qui participent à l'Oktoberfest est grandissant chaque année. Donc, cette année, on vise environ le 5 500 jusqu'à 6 000. Je pense qu'on a passé à peu près de 15 à 36, je pense, agents exactement. Là. Donc, c'est vraiment, c'était demandé de la part du CE, de la GEC, puis des personnes de la police de doubler pratiquement nos effectifs en sécurité pour la sécurité des gens, puis aussi pour que tout se passe bien, même si tout s'est bien passé l'année passée. J'étais là, puis avec des amis, quand on est sorti pour aller prendre la navette pour rentrer chez nous, on a vu quelqu'un crier. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui est tombé, mais non, c'était une bagarre. Et on a dû attendre 3-4 minutes jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Et c'était même pas de la sécurité, c'était peut-être des amis à ces gars-là. La file était longue, il faisait froid à la sortie, là, dehors du centre de foire. Puis là, le monde était un peu saoul. Là, c'est des petites bagarres qui ont commencé. C'était vraiment là que le problème il a été. On ne fait plus affaire avec les techniques policières, là, les TP. On fait vraiment appel à 2 compagnies, soit Garda, puis Excalibur. Les policiers, l'ambulance, les effectifs, les firmes externes, c'est sûr qu'on a des rencontres avec les firmes externes aussi pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, d'après nous, on va être correct pour cet événement-là cette année. Il semble donc que de nouvelles mesures ont été prises par le comité organisateur afin de ne pas répéter les erreurs des années précédentes. Cependant, des doutes persistent encore à savoir si l'édition 2012-2013 de l'Oktoberfest se déroulera dans les festivités et sans débordement.
Outre l'abus d'alcool et de drogue, d'autres dépendances peuvent entraver la réussite scolaire des étudiants, comme les nouvelles technologies. Vous approchez d'une ligne de défense coréenne. C'est le moment d'utiliser vos grenades pour passer. Même s'il est étudiant à l'université, Simon consacre un nombre impressionnant d'heures aux jeux vidéo. Voici son témoignage. Je me couche très tard, surtout pour jouer là, jusqu'à 2-3 heures du matin à chaque fois. Et je me lève vers midi, sauf quand j'ai des cours le matin. Je déjeune jamais. Ensuite, je vais à mes cours, je reviens. J'essaie de faire des devoirs si j'en ai, mais d'habitude, je joue à des jeux ou je vais chez des amis pour jouer à des jeux. Mais aussi, je joue beaucoup en ligne avec des amis. Comme n'importe quelle dépendance, quelqu'un qui devient, pour qui, comme je disais tantôt, une activité précise, par exemple les jeux vidéo, se met à prendre toute la place dans sa vie, à occuper une place centrale, la personne est compulsivement appelée à toujours mener cette activité-là aux dépens des autres. Oui, ça peut avoir un impact sur d'autres sphères centrales de sa vie. Les études, généralement des études au collégial ou universitaire, ça occupe une place centrale dans la vie des étudiants. Niveau d'énergie critique. Je considère pas que c'est un problème. Donc, si je sais pas, c'est juste il y a du monde qui lise des livres 5 heures par jour, il y a du monde qui regarde des films, il y a du monde qui sortent, je sais pas où, dans les bars. Moi je joue à des jeux vidéo. C'est pas mal la même chose. C'est rare que quelqu'un qui a un problème de dépendance comme celui-là, ça arrive, mais c'est rare qu'il va consulter en disant « j'ai un problème de cyberdépendance ». Souvent, les gens vont avoir de la misère à le reconnaître. Fait qu'il y a des gens qui soient capables de le repérer, puis de le signaler, puis d'essayer de lever un drapeau rouge, dire attention, je pense que tu as peut-être une difficulté, puis qu'il puisse référer aux ressources spécialisées, je pense que ça serait pertinent. Après vérification, il semble qu'il n'y existe aucune ressource mise à la disposition des gens aux prises avec ce type de dépendance. Kevin Breton, à Sherbrooke. On parle beaucoup de la conciliation travail-famille. Or, il y a une réalité tout aussi difficile à composer. La conciliation travail-études. Jean-Simon fait partie des chanceux qui n'ont pas à travailler. Il consacre en moyenne 24 heures par semaine à ses études. J'ai 15 heures de cours par semaine. J'ai 9 heures à peu près de lecture obligatoire. Puis quand j'arrive dans mes semaines d'examen, ben c'est là que je vais donner un boost d'études. Caroline, elle, n'a pas cette chance. Elle travaille plusieurs heures par semaine en plus de son temps d'études. De façon réaliste, je dirais 2 heures par jour. Ça fait un total de 14 heures par semaine. Je m'entraîne à peu près 6 heures semaine. Puis je joue au soccer dans la ligue intramuraux. Avec tout son temps libre, Jean-Simon peut se permettre plusieurs loisirs. Avec son travail et ses études, Caroline s'accorde moins de temps pour ses loisirs. Je suis un petit peu obligée de travailler à cause que j'ai un loyer à payer. Ça tourne autour de 15 heures par semaine en 2 chiffres de travail. Pauline Leblanc, conseillère en orientation, précise qu'au-delà de ces heures, des impacts importants joueront sur la réussite scolaire. Peut-être 15 heures semaine, ça serait l'idéal. T'sais. Le risque que ça fait, c'est quand tu travailles trop, c'est que tu peux, tomber plus en épuisement. Fait que le fait de trop travailler peut avoir un impact assez direct là-dessus aussi. Donc, tout ce qui est persévérance, réussite, santé mentale, tout simplement. L'impact de trop travailler va avoir un contre-coup sur le reste de ton emploi du temps. Mais c'est sûr qu'il y a des semaines que je trouve difficiles, puis que j'arrive chez moi, puis que je suis fatiguée. Avec la menace d'une hausse des frais de scolarité, le nombre d'étudiants travaillant plus de 15 heures semaine augmentera et il y aura peut-être ainsi une conséquence directe sur le taux de réussite. Patricia Goron, Sherbrooke. On le sait, l'Université de Sherbrooke est reconnue pour son régime coopératif. Travailler et étudier afin de compléter sa formation. Or, les étudiants étrangers n'ont pas accès à ce privilège en raison des rouages du système. Voici Saïd. Il a quitté le Maroc pour réaliser son rêve de concilier études et travail. Cependant, l'accès au stage coopératif lui a été refusé en raison de son statut d'étudiant étranger.
Ça m'intéressait vraiment de faire des stages, mais j'avais pas le droit d'avoir un stage à cause de mon permis de travail. J'avais pas le droit à un permis de travail pour faire des stages. Ce que je savais, c'est qu'il existe des permis de travail pour à temps partiel, 20 heures par semaine maximum. Le gouvernement et l'Université de Sherbrooke mettent un frein au parcours scolaire des étudiants étrangers. Mais si le statut se résume à un visa étudiant et un visa de travail, là c'est impossible. Il faut vraiment que le statut résident permanent soit là pour que là on puisse aller de l'avant. L'Université de Sherbrooke n'a pas encore entrepris de démarche auprès du gouvernement pour résoudre cette problématique. Pour faire le régime coopératif, ça ne veut pas dire que je vais avoir plus de difficultés à me trouver un emploi. Par rapport aux autres qui ont fait des stages, je me sens vraiment défavorisé. Il fallait des stages pour faire ces présentations. Là, moi, j'ai jamais fait des stages, donc j'avais pas de bagages pour faire ces présentations-là. Et j'étais obligé de faire plus des présentations plus théoriques et plus compliquées. Donc, ça me pénalisait aussi dans mes études. Saïd n'est pas au bout de ses peines. La session pour un étudiant étranger, maintenant, ça coûte 8 000 $. Avec les droits de scolarité qui ne cessent d'augmenter, on en vient à se demander si les étudiants étrangers, tout comme Saïd, pourront encore venir étudier à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke a dans son plan d'action d'ouvrir les stages coopératifs à tous les étudiants étrangers. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Merci, c'était Nawal Laroussi pour Vox Sherbrooke. Il fut une époque où on ne se posait pas de questions. Les garçons étudiaient, pas les filles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et un nouveau débat sur l'égalité des chances à l'éducation fait surface. Ici, à la faculté de génie, 8 étudiants sur 10 sont des hommes, alors que dans d'autres facultés, comme celle d'éducation, on retrouve la situation inverse. En effet, bien qu'il y ait 60% de femmes et 40% d'hommes à l'université, cette proportion ne se reflète pas dans toutes les facultés. Quelles mesures sont prises par l'université afin d'atteindre la parité? L'université, elle, fait des activités ou participe ou soutient des activités comme les filles en sciences, etc., ce type d'activités-là. Mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est notre rôle en tant qu'institution d'essayer de corriger le tir alors qu'on est au bout du cheminement étudiant? Quand l'étudiant nous arrive, ses choix de vie sont déjà faits. Si on pense que ce serait une bonne chose d'avoir une parité, bien d'abord, il faut faire des études là-dessus, puis il faut ensuite intervenir aux bases de la chaîne de l'éducation. Et ensuite, dans toutes les valeurs qu'on véhicule, dans les médias, etc., même dans les œuvres de fiction, dans la recherche, à tous les égards. Donc, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste que juste une question d'implication universitaire à ce niveau-là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire une représentation de parité dans nos publicités, peu importe si la réalité du terrain dit le contraire. En effet, sur le terrain, les étudiants n'ont pas hésité à se lancer dans un programme typiquement réservé au sexe opposé. Même si je savais que c'était des gars, disons que c'était un défi parce que c'était vraiment là-dedans que je voulais aller. Ben non, au contraire, c'est un plus, parce que là, ça crée de la rareté, puis la rareté, ça a de la valeur. Non, pas du tout. C'est vraiment pour ce que j'étudie. Le reste, c'est accessoire. Un peu aussi de génie. J'ai fait une année en génie, donc c'est complètement l'inverse, mais ça ne change pas grand-chose, à part un peu l'ambiance d'un cours des fois. C'est sûr qu'on souhaiterait, dans un monde idéal, qu'il y ait une égalité. Tout le monde peut souhaiter ça, mais on ne peut pas forcer ces choses-là. Bien qu'il y ait encore place à l'amélioration, l'objectif n'est pas d'atteindre la parité, mais bien de faire tomber les barrières sociales auxquelles les étudiants et les étudiantes pourraient se heurter lors de leur choix de carrière. Mélanie Potvin, Sherbrooke. Les journées carrières, vous savez, ces foires d'emploi qui permettent aux entreprises de recruter des étudiants. Eh bien, si la formule a fait ses preuves avec un fort taux de placement, elle ne convient pas nécessairement à toutes les catégories d'emploi. L'automne fait sa place sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Alors que plusieurs retournent sur les bancs d'école, certains finissant s'affairent plutôt à la recherche d'un emploi. Chaque année, la journée carrière en génie et informatique réunit plus de 80 entreprises et offre aux étudiants l'opportunité de rencontrer leurs futurs employeurs.
Ça nous permet de nous vraiment approcher des compagnies qui nous intéressent, contrairement des fois à avoir des idées qui sont un peu plus soumises. Puis ça nous donne directement un contact avec des employeurs potentiels. J'ai bon espoir de trouver emploi ici. Est-ce que c'est gagnant que les jeunes étudiants puissent venir à ces foires-là, justement, pour voir s'il va y avoir un match avec l'employeur? Le contact qui se crée immédiatement, je suis certain que je vais me trouver un emploi grâce à la journée carrière. Donc, c'est ici qu'on a recruté le plus d'étudiants jusqu'à maintenant cette année. Et typiquement, année après année, dans les dernières années, c'est Sherbrooke qui est notre plus gros fournisseur. C'est certain que la journée carrière, c'est super intéressant pour les emplois. Tous les employeurs sont ici. Ils sont intéressés à rencontrer des candidats. Je dirais que oui, je compte sur la journée carrière pour me trouver un emploi. Tous n'ont pas cette certitude. Pour certains finissants, cette recherche d'emploi devient une véritable quête d'opportunités. Dans le cas de communication, ça peut être à peu près n'importe quelle entreprise qui est assez développée pour décider de faire une démarche de communication. Donc, ça devient difficile de pointer vraiment spécifiquement qui peut venir ici recruter pour une journée carrière. C'est pas évident. Cette recherche d'emploi peut donc s'avérer difficile, mais pas impossible. Il y a toujours les sites Internet. On parle de Isarta, grenier aux emplois. J'ai rencontré quelqu'un également au SSP pour essayer de trouver des entreprises. Certains réussissent même à trouver leur emploi sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, j'ai commencé à vraiment être plus active. Et une journée, j'ai reçu un message de Nathalie Bibeau, qui est la présidente de NATA-PR. Puis ce temps-là, j'ai un emploi. Je suis rendue coordonnatrice aux communications chez NATA-PR. Je pense qu'il y a la place pour beaucoup de communicateurs, mais qui font des choses très différentes. Des méthodes de placement très différentes pour deux domaines bien distincts. Isabelle Morin, à l'Université de Sherbrooke. Nos jeunes reporters en herbe nous ont peint un bref portrait de divers aspects de Sherbrooke, en espérant que ces reportages vous ont fasciné autant qu'ils nous ont intéressés lors de la réalisation. Merci d'avoir été là. C'était Nawala aussi pour Vox Sherbrooke.